Je vous propose donc de commencer cette session de webinaire, la dernière de notre série sur la chaleur renouvelable qu'on organise avec la région l'ADEME et qui a permis de traiter différents sujets. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler des smart grids thermiques. Est-ce que c'est la question sous-jacente, est-ce que c'est l'avenir des réseaux de chaleur et de froid? On discutait tous ensemble. Juste un rappel pour l'Agence régionale de l'énergie. Donc, on est une agence qui allons bientôt fêter nos 50 ans d'existence. On tient à adresser euh, les EPCI en particulier, les collectivités en général, à travers la mise à disposition de données, notamment des données territorialisées de l'énergie. Vous connaissez bien sûr l'Observatoire régional de l'énergie et l'outil Terristory. Et on accompagne aussi des filières, notamment les filières énergie solaire, investissement citoyen, hydrogène, la géothermie. Et puis, on a pas mal de projets européens, dont un dont je parlerai en fin de session. Voilà, pour faire très rapide, en termes de déroulé de notre matinée. Donc, on a d'abord une intervention de Corentin Maucoronel de Einstein et Walter sur les smart grids thermiques, les principes et modalités de faisabilité. Ensuite, on aura un exemple avec André Barbon, directeur de Teractem, qui vous présentera le projet du quartier de Prébilly à Annecy. Et puis, ensuite, c'est Estelle Delfos de l'ADEME qui vous présentera les modalités de financement, notamment du fonds chaleur. Et puis, une petite conclusion pour terminer à midi et demi, je l'espère. Euh, alors, quelques smart grids thermiques qu'on a recensés sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. On a Ferney-Voltaire, une boucle d'énergie, donc à côté de Genève, sur le quartier Ferney-Voltaire, Ferney-Genève Innovation, qui est porté par Terinov en termes d'aménagement. À Belleville, en Beaujolais, on a une boucle d'eau géothermique qui prend son énergie sur les eaux usées de la station d'épuration, sur un quartier récent qui a été aménagé et qui est alimenté par cette boucle d'eau. On a donc à Pringy le réseau géothermique du quartier de Prévilly qui va vous être présenté, et à Alparc sur une zone d'activité, donc une BTEC sur la nappe de l'Isère. Voilà un peu les différents projets qui sont sur notre territoire. On est plutôt bien positionné quand je regarde les autres régions sur lesquelles on a des visibilités également. Mais voilà, on est évidemment prêt à en voir d'autres émerger, et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont émerger. Euh, et puis n'hésitez pas à nous en signaler d'autres si vous en avez connaissance. Et du coup, je passe la parole directement à Amstein Walter, qui va partager lui-même sa présentation. Merci Nicolas. Voilà. Alors c'est parti. Donc je me présente rapidement, Corentin Maucoronel, je suis le directeur du bureau Amstein et Waltert en France. Donc nous sommes un bureau d'ingénieurs en technique du bâtiment, en réseau thermique et qualité environnementale, euh, aussi bien à l'échelle des quartiers que des projets de construction. Donc je vais vous faire une présentation sur les smart grids thermiques qui combinent essentiellement des réseaux de chaleur ou de froid, donc réseaux de chaleur basse température, de froid haute température, et également ce qu'on appelle des boucles d'eau tempérées
ce que moi j'appelle des boucles d'énergie. Ça, c'est plutôt le terme suisse. Voilà. Donc ça, ça va être une présentation où vous verrez quelques schémas techniques. Je vais essayer d'être le plus compréhensible possible pour tout public. Et si jamais, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Pour, pour commencer, ce que j'aime bien rappeler, c'est que presque 100% de la masse de notre planète a une température de plus de 100 degrés. Et que, en plus de cela, on a une quantité d'énergie solaire annuelle qui arrive sur la Terre qui est 9000 fois supérieure à notre consommation énergétique. Donc en fait, on n'a pas de problème énergétique. On a simplement un problème de valorisation de l'énergie qui est à notre disposition. Et ça, c'est sans parler de tout ce qui est disponible en dehors au-delà de notre planète. Donc, il faut surtout, à l'avenir, qu'on apprenne à mieux utiliser nos ressources, mieux les capter, mieux les valoriser. Et c'est justement à ça que servent les smart grids thermiques et les réseaux de quatrième et cinquième génération dont je vais vous parler maintenant. Donc, les réseaux thermiques, les réseaux de chaleur et de froid, mais principalement les réseaux de chaleur, ils ont évolué forcément depuis leur création. On avait la première génération qui datent de fin du 19e siècle, qui étaient des réseaux, principalement des réseaux de vapeur. La vapeur est un vecteur énergétique très intéressant puisqu'on utilise la chaleur latente, donc on est capable de transporter et de distribuer une quantité très importante d'énergie. Par contre, pour la produire, cela nécessite aussi une quantité importante d'énergie avec des systèmes qui ne sont pas toujours efficaces. Et bien sûr, un réseau de vapeur présente quelques risques. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Oui, c'est bon. Vous le voyez? Très bien. Donc là, on a les systèmes première génération. Ensuite, à partir des années 30 et années 80, on a utilisé pas mal d'eau pressurisée, donc de l'eau à haute pression. Donc, on a plutôt évité la vapeur, mais cela a toujours été des réseaux de chaleur haute température et unidirectionnels. Unidirectionnels, c'est-à-dire j'ai une centrale de production d'énergie qui vient alimenter plusieurs consommateurs sans qu'il y ait un effet inverse. Troisième génération, années 80 et jusqu'à maintenant. Donc, ce sont des réseaux de chaleur assez classiques, entre des températures qui oscillent entre vraiment minimum 65 degrés, mais en règle générale, on se trouve autour des 75 à 90 degrés. Donc, c'est souvent les réseaux de chaleur bois énergie, par exemple, mais aussi les réseaux de chaleur classiques au gaz ou usines d'incinération. Donc ça, ce sont les systèmes plus classiques que l'on connaît très bien aujourd'hui. Et puis, on a les nouveaux réseaux de chaleur, les nouveaux réseaux thermiques qu'on appelle les smart grids thermiques, qui sont de quatrième et de cinquième génération. Donc quatrième, on voit ici les dates entre 2020 et 2050. Donc ce sont vraiment des réseaux qui ont des niveaux de température qui se situent autour de 40 à maximum 70 degrés. Donc réseau basse température. Pourquoi basse température? C'est pour pouvoir justement valoriser de la chaleur fatale, industrielle, valoriser de la production d'énergie à partir de pompes à chaleur qui elles-mêmes vont utiliser des sources renouvelables. Évidemment, une pompe à chaleur, pour qu'elle ait une bonne efficacité, une bonne efficience énergétique, il faut qu'elle produise de la chaleur à basse température pour qu'on puisse augmenter son COP. D'où cette priorité des smart grids de vraiment essayer de produire de l'eau à basse température.
Et la 5e génération, qui n'est pas en concurrence avec la 4e, hein, qui est plutôt complémentaire aujourd'hui, ce sont les boucles d'eau tempérées, où là, on a vraiment un réseau très basse température sur lequel on va venir plugger des systèmes d'énergie renouvelable en direct, de chaleur fatale en direct, avec des échanges bidirectionnels et du stockage qui est souvent du stockage géothermique ou alors hydraulique de grande capacité. Donc les smart grids thermiques de 4e génération, pour les définir de manière rapide, donc ce sont des smart grids qui utilisent des réseaux thermiques qui sont plutôt basse ou moyenne température, donc entre 10 et 45 degrés. Donc 10, on se rapproche déjà beaucoup de la boucle d'eau tempérée, mais sur certains aspects, ça reste pour moi encore du smart grid thermique, j'y reviendrai par la suite. Mais en règle générale, ce sont plutôt des réseaux qui vont aller se situer entre 25, 30 jusqu'à 45, allez, 50 degrés grand maximum. Là, vous avez une petite image d'un réseau en PEHD. Donc, ce sont des tubes en plastique qui ne sont pas isolés. Là, c'est ceux qu'on a mis sur la ZAC de Ferney Genève Innovation, dont Nicolas a parlé tout à l'heure, et qui transportent de l'eau à 25 degrés. Donc 25 degrés, c'est la limite de température pour le PEHD, donc le polyéthylène de haute densité. Au-delà, on peut avoir des garanties constructeurs qui ne sont plus assurées. Mais à 25 degrés, on peut utiliser ce type de réseau qui présente l'avantage de ne pas être isolé, d'être très facile à mettre en œuvre, donc moins cher que du réseau acier isolé classique. Donc, particularité, c'est ce que je disais, 10 à 45 degrés, ça utilise des sources énergétiques renouvelables, de la chaleur fatale. En règle générale, ces réseaux sont de type circulation forcée, c'est-à-dire que j'ai une centrale d'énergie avec une pompe qui pousse l'eau dans notre réseau. C'est alimenté par au minimum 65% de NR, donc ça, ce sont aussi des conditions d'éligibilité à subvention. Ce sont des réseaux qui sont capables de faire du chaud ou du froid, ou alors du chaud et du froid, parce que ça peut être des réseaux 4 tubes. Ce sont des réseaux sans système à combustion, donc évidemment, pas d'énergie fossile. Et les réseaux de chaleur bois ne rentrent pas dans ces smart grid thermiques, parce que ce sont des réseaux plutôt unidirectionnels et à haute température, ce qui est logique avec du bois. Des réseaux qui sont capables d'évoluer, de s'adapter, d'intégrer de nouvelles sources en cours de route, sur certaines conditions, qui incitent à la réduction des besoins, c'est-à-dire qui incitent à avoir des consommateurs performants, efficients, donc qui vont nécessiter une optimisation des bâtiments, mutualisation des besoins. En règle générale, ces réseaux de 4e génération Smart Grid et 5e génération nécessitent des grandes capacités de stockage. Pourquoi ? Stocker de l'énergie thermique, c'est important pour écrêter les puissances en fait, des installations de production d'énergie. On n'avait pas beaucoup ce souci avant, parce que une chaudière gaz, par exemple, la surdimensionner, ça ne coûte pas très cher en fait. En revanche, un champ de sonde géothermique, vous ne pouvez pas vous permettre de le surdimensionner ou de le dimensionner pour la pointe de puissance. Donc pour cela, il faut avoir du stockage qui va permettre de faire cet écrêtage et de mieux lisser la production et d'optimiser les investissements. Ensuite, ces réseaux-là, ils ont la particularité d'avoir des régulations qui doivent être intelligentes et anticipatives. Ça, ce sont des choses très importantes. Et le LOEX, ça, j'y reviendrai tout à l'heure avec la boucle d'eau tempérée. C'est une particularité qui est liée aux deux technologies. Donc, ici, vous avez une illustration assez simplifiée de ce qu'est un smart grid de 4e génération. On a
une centrale d'énergie, en règle générale, qui alimente un réseau de chaleur basse température, qui lui va desservir tout type de bâtiment. Et cette centrale d'énergie est alimentée par des sources énergétiques, des sources de l'environnement, rivières, nappes, géothermie, solaire, réseau d'eau usée, où il y a un énorme potentiel, là aussi, data centres, des systèmes de cogénération, usines d'incinération, des rejets d'usines d'incinération ou de process industriels. Et cette centrale d'énergie, elle est capable aussi de basculer en mode froid en période estivale ou combiner, faire à la fois du chaud et du froid, et donc de la récupération d'énergie. Ça, c'est un système classique de smart grid thermique de 4e génération que l'on rencontre notamment à Prébilly, qu'on va présenter tout à l'heure. Si je rentre un peu plus dans le détail, la centrale d'énergie que vous voyez ici est équipée d'une pompe à chaleur qui alimente un réseau basse température, ici entre 37 et 45 degrés. Et ensuite, on arrive dans une sous-station. Et ces sous-stations sont un peu particulières quand on a un réseau de chaleur basse température, parce qu'il faut, notamment dans le logement, souvent produire et tout le temps produire de l'eau chaude sanitaire. Donc, on ne peut pas difficilement produire de l'eau chaude sanitaire avec un réseau à 45 degrés. Donc, on utilise souvent des boosters, ce qu'on appelle. Et ces boosters, cela peut être des boosters électriques ou des boosters sous forme de pompes à chaleur qui viennent relever la température du réseau primaire pour atteindre les 60 degrés requis par la production de CS. Ensuite, avec le réseau à 37-45 degrés, on est capable, avec un simple échangeur, de produire le chauffage pour le bâtiment. Ça, c'est un mode de production. On a ici un autre exemple similaire où en été, on peut inverser le rôle du réseau de chaleur, et ce réseau de chaleur peut devenir un réseau de rafraîchissement, que ce soit pour du bureau, pour du commerce, mais parfois aussi pour du logement, notamment quand on a des sources de géothermie sur sonde où on a besoin de faire de la recharge. Quand on rafraîchit du logement, c'est simplement qu'on capte de la chaleur dans ces logements, qui est souvent de la chaleur solaire, et on vient la stocker ensuite dans notre réservoir géothermique. Autre système similaire, quand on se plug sur du process, donc là c'est par exemple le cas de Ferney Genève Innovation, on récupère de la chaleur d'un process industriel qui est celui du CERN, et c'est de la chaleur à 25 degrés. Donc là, à 25 degrés, vous ne pouvez pas non plus faire du chauffage, mais par contre, vous utilisez cette eau dans votre sous-station, et avec une pompe à chaleur, vous relevez la température à 35, 45 ou un peu plus si nécessaire, avec des pompes à chaleur. Donc vos sous-stations sont assez particulières parce qu'elles sont équipées très souvent de pompes à chaleur et pas simplement d'échangeurs thermiques. C'est un peu la particularité de ces smart grids de 4e et 5e génération. On voit aussi beaucoup, en Allemagne notamment et dans le nord de l'Europe, des réseaux solaires, c'est-à-dire vous avez des grands champs de solaire thermique qui viennent alimenter des énormes accumulateurs hydrauliques et qui ensuite vont être utilisés pour alimenter un réseau de chaleur basse température. Donc là, on a aussi, là, ce que je n'ai pas représenté sur le schéma, un système d'appoint qui vient compléter cette installation, mais à 80% des besoins, elles arrivent à fonctionner sur le solaire. Ça a quand même pas mal de contraintes en termes de stockage. Donc, ce sont des gros volumes d'eau enterrés. Donc, les Allemands sont très friands de ça. Les coûts sont quand même pas négligeables sur ce type d'installation, mais en tout cas, cela fonctionne et cela permet d'avoir un système avec un taux de renouvelable qui est assez intéressant. Je fais un petit zoom sur un exemple particulier ici. C'est un projet au Luxembourg sur un quartier de 3500 logements où on a développé un réseau smart grid donc de 4e génération que vous voyez, c'est la ligne orange ici. Donc c'est un réseau à 40 degrés qui est alimenté par une centrale d'énergie, et la particularité de ce site, c'est qu'il n'y a pas de ressources énergétiques type chaleur fatale,
ou autres. Donc, ce que l'on a fait, c'est que la centrale d'énergie en fait, est alimentée par des pompes à chaleur aérothermiques. Donc, ces pompes à chaleur aérothermiques, on en a 8 qui font à peu près 700 kW de puissance, et elles alimentent ce réseau à basse température, donc avec un COP annuel qui est assez intéressant, autour de 3,8. Et ensuite, ce réseau alimente des hubs, enfin des clusters en fait, géothermiques, c'est-à-dire des sous-stations qui sont équipées de pompes à chaleur avec des sondes géothermiques que vous voyez, ce sont les petits cercles rouges ici, et qui vont produire à peu près 80% des besoins de chauffage. Et le reste, les 20% restants, sont réalisés par le réseau de chaleur basse température. Et ce réseau de chaleur basse température alimente aussi des pompes à chaleur booster qui vont produire le shot sanitaire sur chacun de ces îlots de logement. Ce qui est intéressant ici, c'est cette combinaison en fait entre l'aérothermie et la géothermie, sachant que l'aérothermie vient aider en période estivale à recharger les sondes géothermiques, parce qu'on a des très bons coefficients de performance sur les packs aérothermiques, et ça vient justement nous aider à faire cette recharge. Donc c'est une des solutions qui est envisagée parmi d'autres. Là, on a à peu près 600 sondes géothermiques là, sur ce quartier. Sur la centrale d'énergie dont je vous ai parlé, donc on retrouve les 8 pompes à chaleur aérothermiques qui alimentent un stockage tampon, donc j'en parlais tout à l'heure, un volume tampon de 80 mètres cubes, donc assez conséquent, et qui vient vraiment nous permettre de lisser les puissances, sachant que ces 8 pompes à chaleur, elles seront mises en œuvre de manière progressive. On n'est pas sûr aujourd'hui qu'on ait besoin des 8 en fonction de l'évolution des technologies et de la performance réelle des bâtiments. C'est aussi ce qui est intéressant dans ces réseaux, c'est qu'on peut vraiment construire au fur et à mesure et vraiment en fonction des besoins réels, sans être obligé d'installer d'un seul coup une puissance énorme qui ne sera que partiellement utilisée. Rapidement, là, je vous montre un exemple de ce hub géothermique où vous retrouvez également un stockage tampon avec la pompe à chaleur géothermique, la recharge par le réseau que vous voyez ici. Et le tampon de chauffage, il est à 37 degrés, donc c'est un peu un concept à taille humaine, on va dire. On s'est rapproché de la température du corps humain qui est suffisante pour alimenter des systèmes de plancher chauffant et alimenter nos fameuses pompes à chaleur que vous voyez ici, booster, qui elles vont produire l'eau chaude sanitaire. Une variante à la recharge avec le réseau de chaleur, c'est de venir faire de la recharge géothermique avec des panneaux solaires hybrides. Ça fonctionne très très bien. Les panneaux solaires hybrides produisent de l'électricité et de la chaleur plutôt basse température qui est compatible avec la recharge géothermique. Ça, c'est une solution qui est assez intéressante sur les réseaux de 4e et 5e génération. Par contre, c'est une solution qui est assez coûteuse. L'avantage aussi de ces réseaux, encore une fois, c'est que l'été, on peut le transformer en réseau de rafraîchissement et il peut venir alimenter différents preneurs éventuels, des commerces, etc., qu'on aurait en pied de bâtiment et qui auraient besoin de froid. Sachant que le rafraîchissement, lui, peut être aussi valorisé à travers l'eau chaude sanitaire. C'est-à-dire que du logement qui va... les logements qu'on va rafraîchir, les commerces qu'on va rafraîchir, en fait, c'est de la chaleur fatale que l'on va récupérer et qui va être directement valorisée par une pompe à chaleur booster qui sera localisée dans le hub et qui produira l'eau chaude sanitaire. Donc, on a vraiment un concept qui permet une récupération de chaleur maximisée sur le réseau. Sur les smart grids thermiques qu'on appelle 5e génération, donc qui sont plutôt ce qu'on appelle les boucles d'énergie ou les BTEG, là, la particularité de ces réseaux, c'est qu'ils sont bidirectionnels. C'est-à-dire que là, cela va fonctionner plutôt comme un réseau informatique, en fait. C'est-à-dire qu'on a de l'échange de données. On ne va pas échanger de la donnée, on va échanger de la chaleur sur un réseau unique mutualisé. Et cette l'eau, en fait, tempérée va circuler aussi bien dans un sens que dans un autre en fonction des besoins des différents bâtiments.
Donc, on peut faire du chauffage-rafraîchissement simultané à travers le même réseau. Il y a de très faibles pertes thermiques parce qu'on est à basse température, de faibles pertes de charge également. C'est multi-ressources. Sur ce réseau, on peut plugger aussi bien des consommateurs, des preneurs, des énergies renouvelables, du stockage. Ça a une flexibilité extrêmement intéressante. On peut aussi raccorder aussi bien des vieux bâtiments que des nouveaux bâtiments parce que c'est la pompe à chaleur décentralisée qui va produire l'énergie thermique finale et donc elle adaptera sa température au bâtiment. Donc cela permet aussi une extension modulaire. Et le LOEX, qu'est-ce que le LOEX? Justement, ça permet de... LOEX, ça veut dire low exergy, donc faible exergie. L'exergie, en fait, c'est toute l'énergie qui est haute température qui est contenue dans une ressource énergétique de type, par exemple, électrique ou chimique. Quand vous consommez du bois, quand vous consommez du gaz, vous transformez 100% de cette énergie en chaleur. Et la chaleur, c'est un déchet énergétique. Et c'est là que c'est intéressant justement d'avoir des systèmes de type énergie avec des pompes à chaleur parce que vous allez récupérer de la chaleur basse température qui est un déchet et la valoriser en chaleur haute température plutôt que de venir dégrader une énergie noble comme de l'électricité ou de l'énergie chimique. Donc ces réseaux 5e génération, simplement une boucle sur laquelle on va venir plugger différents bâtiments avec, comme vous le voyez ici sur ce schéma, une circulation dans les deux sens, vraiment en fonction des besoins du bâtiment. Quelle que soit la saison, vous pourrez rafraîchir, chauffer et aussi valoriser au maximum toute la chaleur fatale que vous allez avoir sur un périmètre donné, un quartier, à l'échelle d'une ville. On peut même transporter de l'énergie sur plusieurs dizaines de kilomètres avec cette technologie. Donc là, souvent, industrie data center, de l'énergie qui peut être valorisée via des pompes à chaleur dans des logements ou des bureaux. Ce qui est intéressant aussi avec ces boucles d'eau tempérée, c'est le déphasage que l'on va avoir sur la valorisation de la chaleur fatale. Cette chaleur fatale, elle est très souvent excédentaire en période estivale parce que c'est de la chaleur qui est issue souvent pour des process de rafraîchissement. Et cette chaleur, l'été, on ne sait pas quoi en faire et on la rejette dans l'atmosphère pour chauffer les petits oiseaux. Donc là, avec ces boucles d'eau tempérée, on est capable d'aller capter toute cette chaleur à différents endroits et de la stocker dans des systèmes de stockage type géothermique ou hydraulique et de la revaloriser ensuite en période hivernale. Là, j'ai un schéma de principe un peu plus technique qui vous montre le principe de fonctionnement. On a toujours deux tubes sur lesquels on va venir échanger notre chaleur. Mais le tube chaud, vous voyez, il a une température qui oscille entre 8 et 22 degrés maximum. Donc c'est un tube relativement chaud et un tube froid entre 4 et 18 en maintenant toujours un écart de température entre ces deux tubes d'environ 4 à 5 degrés, à 5 Kelvin, pour pouvoir ensuite être valorisé à travers des pompes à chaleur ou directement des machines frigorifiques en période estivale. Le surplus d'énergie, parce qu'effectivement, quand vous êtes en période estivale, vous allez avoir tendance à avoir beaucoup plus de chaleur fatale et pas assez de preneurs. Tout le surplus d'énergie partira donc dans les sondes géothermiques, par exemple dans le stockage énergétique pour être accumulé. Et ensuite l'hiver, vous allez avoir plus de preneurs qui vont prendre de l'énergie sur le tube chaud. Le manque en fait d'énergie sera pris sur votre réservoir géothermique. Voilà. Là, vous avez une petite image qui permet de montrer un petit peu l'architecture d'une BTEG, d'une boucle d'énergie, avec la capacité de venir plugger n'importe quel type de système de source énergétique, que ce soit des eaux usées, de la chaleur fatale, du stockage géothermique, du stockage hydraulique, du solaire, et ensuite venir plugger ici des sous-stations qui seront équipées soit d'une pompe à chaleur pour le chauffage, ECS s'il y a besoin d'ECS, un groupe froid s'il y a besoin de produire
du froid. Et ces sous-stations, la particularité de la boucle du réseau d'énergie ou de la BTEX, c'est que vous n'avez pas de circulation centralisée forcée sur la boucle. Ce sont uniquement les pompes situées dans les sous-stations qui vont faire mouvoir l'eau dans ce réseau. Un petit exemple qui est la première BTEC que nous, on a mis en œuvre de manière opérationnelle. Donc, c'est sur le campus universitaire de l'École polytechnique de Zurich. Donc, c'est à peu près 360 000 m² de surface desservie. Et ici, on a donc tout un réseau avec une BTEG, donc un tuyau en PEHD non isolé qui circule en galerie technique. Donc là, ce n'est pas un tuyau enterré, donc ce qui est intéressant notamment quand on veut faire visiter. Et vous avez différents champs de sonde géothermique qui sont raccordés, qui sont distribués sur tout ce périmètre, raccordés à cette BTEG, et différentes sous-stations de l'ensemble des bâtiments qui sont également directement raccordés sur cette BTEG. Donc là, vous avez un exemple, ça c'est une sous-station avec ses pompes à chaleur, sa distribution, le réseau en PEHD isolé, ici, et ici par exemple un collecteur de sonde géothermique. Et tout ce système fonctionne sans une pompe centralisée qui fait circuler l'eau dans le réseau. Ce sont uniquement les pompes des sous-stations qui permettent les échanges entre les sous-stations et avec le champ de sonde. Et on peut voir aussi l'efficacité de ce type de système, parce qu'on arrive à atteindre des COP qui sont assez impressionnants sur les pompes à chaleur, entre 7,1 et 8,2. Ça, ce sont les COP sur les packs. Donc, ce COP dépend aussi à quelle température on approvisionne le bâtiment, et des COP globaux, donc incluant tout ce qui est périphérique et pompe de circulation, qui oscillent entre 5 et 6. Donc on voit des performances assez intéressantes. Et la température dans notre réseau ici qui oscille entre, on voit des températures qui sont proches de 5 degrés l'hiver, et avec des pointes à ici, 35 degrés, on a une pointe exceptionnelle ici, mais en règle générale, on est plutôt autour des 20-25 degrés en période estivale. Voilà. Rapidement, pour tout ce qui est quatrième, cinquième génération, donc déjà, on définit ce qui est important pour les smart grids thermiques, c'est d'abord de définir les besoins, donc l'affectation qui va beaucoup jouer sur la typologie du système, les besoins thermiques, les niveaux de température qui vont être déterminants, la répartition et la densité du périmètre qui va être desservi. Tout ceci, ça va nous permettre de déterminer un profil mensuel de besoins et une courbe de charge. Et ce profil mensuel, il va être déterminant pour savoir si on va plutôt tendre vers un smart grid thermique quatrième génération ou un cinquième génération. Parce que si vous avez un fort déséquilibre thermique, c'est ce qu'on va voir ici, la boucle d'eau tempérée, elle est remise en question si on a un équilibre thermique qui n'est pas assez intéressant tout au long de l'année. Si vous avez un quartier, comme je le montrais tout à l'heure à Luxembourg, qui est vraiment un quartier qui ne consomme en grande majorité que du chaud, il n'est pas intéressant et pas pertinent économiquement de mettre en œuvre une boucle d'eau tempérée. Vous n'allez pas retrouver, vous allez avoir des investissements qui vont être trop importants par rapport aux consommations d'énergie. Également, si vous n'avez pas une source de chaleur fatale à moyenne ou haute température, si vous avez une source de chaleur fatale à haute température et en quantité importante, là aussi la boucle d'eau tempérée n'est pas pertinente. C'est le cas par exemple de Ferney-Voltaire. On a une énorme source d'énergie qui est issue du CERN avec une température stable toute l'année à 25 degrés. Ici, il faut plutôt prévoir un réseau type quatrième génération qui viendra alimenter des sous-stations plutôt classiques. Taille du projet également, dès qu'on est inférieur à 2 MW, la boucle d'eau tempérée en règle générale coûte plus cher à l'investissement qu'une solution smart grid basse température.
Voilà. Donc, si vous avez des besoins en température uniforme également, il vaut mieux privilégier un système Smart Grid basse température. Et si vous avez une seule source d'énergie disponible, c'est également plutôt le cas. Et également, si vous avez du stockage saisonnier qui n'est pas possible, dans ce cas-là, il faut également privilégier le Smart Grid basse température plutôt que la bétail. J'arrive au bout. On peut prendre des questions maintenant, éventuellement lever la main ou intervenir dans le chat. C'était pour savoir, là, je crois que c'était au Luxembourg où il y avait des packs aérothermiques. C'était pour savoir si, il y avait un peu de couplage sectoriel avec le réseau ELEC et de voir la flexibilité avec le réseau ELEC, s'il y avait un modèle économique derrière de faire tourner les packs quand l'ELEC était vraiment pas cher et que même s'il n'y avait pas besoin de thermique sur le réseau, mais pour le stocker, enfin, savoir si cette dimension avait été un peu prise en compte ou pas. Oui, alors en fait, on a sur ce projet, il y a tout un concept photovoltaïque qui est développé également sur tout le périmètre, avec une priorité en autoconsommation sur toutes les installations liées au réseau thermique. Ensuite, en fait, donc là, on a lancé un appel d'offres pour énergéticiens sur ce projet. Et l'énergéticien, lui, va être en charge de s'approvisionner sur le réseau électrique avec, c'est lui qui définit le tarif et qui va définir également sa stratégie en termes de consommation. Donc, quand est-ce qu'il va consommer de l'énergie, quand est-ce que ce sera le plus bénéfique pour lui. Et c'est aussi pour ça qu'on a prévu un stockage assez important dans la centrale d'énergie, un stockage d'eau chaude. C'est pour pouvoir produire cette eau quand c'est le plus intéressant en termes de tarification de l'énergie électrique. Oui, merci. Du coup, juste, il y a pas de modèle économique pour l'instant où on dit qu'on vient délester le réseau à des pointes de production et du coup, on se fait un peu rémunérer. Enfin, en tout cas, c'est pas ça l'enjeu. C'est juste d'acheter au moment où c'est pas trop cher pour remplir le. Ok. Pour l'instant, c'est ça, oui. Ok, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on reprenne le cours du webinaire avec la présentation d'André Barbon. Merci. Bonjour à tous. Je me présente rapidement. Je m'appelle André Barbon. Je suis le directeur général de Teractem. Alors, Teractem, c'est la société, c'est une SEM départementale d'aménagement de la Haute-Savoie. Et puis, elle a une filiale qui s'appelle Énergie renouvelable des Alpes, qui est une filiale de projet et qui porte des projets d'énergie renouvelable depuis 2010. Je réponds tout de suite à une principale question qui m'est souvent posée, c'est de savoir si elle intervient directement sur d'autres projets. Non, elle intervient exclusivement pour les projets de Teractem en aménagement. Elle a été structurée pour ça et capitalisée comme ça. Donc, on ne répond pas, très honnêtement, à des DSP, des affermages, des concessions. Voilà, on réalise nos propres projets pour nos propres opérations. Donc, si on passe sur le deuxième slide pour parler du Smart Grid de Prébilly pour situer ce nouveau quartier, c'est un nouveau quartier d'habitation d'Annecy, hein. Donc, c'est un quartier stratégique et de développement très important pour l'agglomération annécienne. Il est situé, donc, pour ceux qui connaissent Annecy, juste à côté de la sortie de l'échangeur nord. Donc, quand vous venez de Lyon, le deuxième échangeur pour sortir d'Annecy. C'est une opération, on peut passer au slide d'après, voilà, qui se situe sur un terrain de 21 hectares, voilà, avec, et vous le voyez sur la partie un peu haute, une zone en plus au niveau environnemental, donc une zone humide qui est importante. Donc on a des contraintes environnementales assez importantes donc sur ce terrain de 21 hectares. Et la programmation, c'est à peu près 1000 logements, donc 2000 habitants, 87 000 mètres de construction, donc sur 21 hectares, comme je le disais. Les acteurs du projet, très rapidement, donc le concessionnaire de l'opération d'aménagement, c'est Teractem en tant que société d'aménagement. Le concédant, c'est le Grand Annecy, donc l'agglomération. En partenaire, la mairie d'Annecy, puisque c'est quand même sur son territoire. Et, euh, et le réseau que je vais vous présenter maintenant, donc, est un smart grid thermique.
a été conçu en maîtrise d'œuvre par Einstein et Voltaire. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait Corentin, parce que moi, je vais vous parler avec ma voix de maître d'ouvrage, hein, mais je n'ai pas toutes les connaissances techniques qu'a Corentin et qui pourra répondre effectivement sur ces aspects-là, si termes de puissance, choses comme ça, il répondra à toutes vos questions techniques. Moi, je vais vous parler en tant que maître d'ouvrage. Et puis, ça a été réalisé avec l'aide du financement de l'ADEME. On y reviendra un peu plus tard. Sur cette opération, on est obligé de la phaser en deux phases, une phase 1 et une phase 2. Je vais vous parler de la phase 1. Pourquoi on l'a phasée? Parce que, en gros, quand on a déposé le dossier de subvention à l'ADEME en 2018, on avait une obligation de consommer de faire les investissements sur une durée. Or, cette durée, elle était incompatible avec la durée de réalisation de l'opération, parce que l'opération, c'est une opération d'aménagement qui se fait quand même lentement, puisqu'il faut quand même, quand on réalise une opération d'aménagement, qu'on puisse la faire progressivement dans le temps pour qu'il y ait une assimilation de la nouvelle population qui arrive, notamment avec les équipements publics, les commerces, les services qui sont associés. Donc, comme le projet n'était pas possible d'avoir un projet de financement sur 15 ans, on a phasé les deux opérations et on a déposé un premier dossier de subvention donc en 2018 qui a été accordé par l'ADEME sur la première phase. Et cette première phase, elle représente 31 500 mètres carrés de logement, à peu près 450, 8 000 mètres carrés de bureaux, 1 500 mètres carrés de commerce. Alors, il y a deux fois commerce, voilà, c'est une coquille, 2000 mètres carrés d'hôtel et 2500 mètres carrés d'équipement public, soit à peu près 46 000 mètres carrés. Sur la deuxième phase qui sort pas très bien, qui est grisée ou qui est en violet sur votre partie haute, ça va faire l'objet dès fin d'année, début d'année prochaine d'un nouveau dossier de financement auprès de l'ADEME sur une technologie qui sera à peu près similaire, mais avec un petit peu de variante. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Sur Prébilly, quand on a commencé la phase 1 et qu'on a commencé à travailler avec le bureau d'études, on avait fixé comme objectif de ne pas utiliser d'énergie fossile. Le deuxième objectif aussi, c'était utiliser des réseaux de basse température. Et puis le troisième, c'est d'utiliser ce qu'on appelle, nous, encore une fois, dans nos langages de maître d'ouvrage, hein, je sais que peut-être certains spécialistes sur la sémantique me reprendront, l'énergie fatale disponible. Et pour nous, l'énergie fatale disponible, c'est en maximisant l'échange d'énergie entre les bâtiments, l'utilisation du solaire et le plus possible de faire du stockage intersaisonnier d'énergie. Si on descend un petit peu, donc ce dossier, grosso modo, et si on appuie un peu plus loin sur le clic suivant, euh, voilà. À ce stade, sur la première phase, c'était la partie bleue qui était apparue juste avant, donc on en est à ce stade-là, grosso modo. Donc aujourd'hui, on a raccordé à peu près, on va dire, 150 logements sur les 500, et le premier ensemble qui s'appelle ILOA, qui est sur votre gauche, qui est les 8000 m² de tertiaire. Et ce qui est en partie orange, voilà, c'est ce qui est en construction actuellement. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, toute cette partie-là, en termes bâtimentaires, soit terminée pour 2027. Quelques photos, voilà, vous avez trois slides de photos pour voir un petit peu l'avancement. Les photos datent même un petit peu parce qu'on est beaucoup plus avancé pour vous montrer un petit peu ce que c'est. On peut passer peut-être, voilà. Juste là, on voit la configuration, effectivement. Vous voyez que c'est quand même un quartier d'habitation assez dense. Sur la photo en bas à droite, c'est juste un petit clin d'œil. Vous voyez sur le toit une centrale photovoltaïque. J'y reviendrai parce qu'on a beaucoup de centrales photovoltaïques sur ce quartier-là. Et voilà, c'est la dernière. Et vous pouvez remarquer qu'on est sur soit des bâtiments très denses, mais aussi on est sur de l'habitat un peu individuel groupé à l'intérieur. C'est une volonté urbanistique et de la commune aussi d'Annecy de ne pas avoir que de l'urbain, mais d'avoir aussi un petit peu d'individuel en cœur d'îlot pour mixer un petit peu les différentes densités. Voilà, on peut passer. Voilà. On arrive effectivement dans réellement le concept du projet. En gros, le concept, c'est de raccorder tous les bâtiments de cette opération par un réseau 4 tubes, donc deux froids et deux chauds. Ce réseau, dans un premier temps, effectivement, fait les échanges thermiques entre les bâtiments. Et la première avantage de ça,
c'est de pouvoir échanger d'abord de l'énergie entre les bâtiments avant de la produire. Je vous donne juste un exemple. On a on a un gros pôle tertiaire de 1000 m² avec un hôtel et des commerces. Et on sait qu'en mi-saison, on a des demandes de froid, alors que les logements à côté sont plutôt encore en demande de chaud pour le chauffage. Donc l'idée, c'est de produire du froid. Bien évidemment, on va récupérer la chaleur liée à la production de froid pour le tertiaire, pour le mettre dans ce réseau 4 tubes et commencer à utiliser cette énergie avant effectivement de produire elle-même de l'énergie pour faire le chauffage. Donc l'idée, c'est effectivement de faire de l'échange d'abord interbâtiment. Le deuxième stockage, c'est ce que disait tout à l'heure Corentin, c'est d'utiliser aussi le stockage et de faire du stockage intersaisonnier. On a 50 sondes par la géothermie à 200 mètres de profondeur. Pour les spécialistes, on a une puissance d'extraction de 500 kW. Mais en gros, effectivement, à quoi nous sert cette ressource effectivement de géothermie? On l'utilise comme une grosse batterie d'énergie, si vous voulez. Et donc, en gros, l'été, quand on va produire du froid, on va émettre de la chaleur, on va stocker dans le sol, ça va réchauffer à la fois nos sondes, donc les remettre en température, faire du stockage de chaud. Et quand on passera en période hivernale, on va utiliser d'abord cette énergie qu'on va relever, bien évidemment, par la production. Corentin va y revenir après. Mais on va d'abord utiliser cette énergie qu'on a stockée 6 mois avant dans le sol. Et inversement, l'hiver, ça va être la même chose. L'été, c'est la même chose. Quand on aura besoin de froid, eh ben, le fait qu'on aura déchargé peu à peu nos sondes, on aura refroidi notre sol, on va utiliser cette énergie froide d'abord pour utiliser effectivement cette énergie-là pour aller faire du rafraîchissement. Donc on est vraiment dans un stockage entre bâtiments et intersaisonnier entre les bâtiments. Juste, on a effectivement, donc la conséquence, on reviendra sur la production, il y a un slide juste après et Corentin va prendre la parole pour expliquer le concept. En gros, au niveau de chaque bâtiment, on a une production qui est assurée par un réseau 4 tubes, avec des réseaux basse température pour le chauffage en 42 d'arrivée et départ 32, et des températures, on va dire, qui ne sont pas des basses températures, mais plutôt des hautes températures pour le froid, puisqu'on est sur un réseau qui est à 12 degrés pour le froid et qui repart à 17. Voilà. Donc en gros, on alimente nos bâtiments avec nos réseaux 4 tubes pour faire le chauffage ou le rafraîchissement. Et quand on est pour la production de l'eau chaude sanitaire, on est sur une solution qui est mixte. Voilà, donc on fait du préchauffage par notre réseau qui est à 42 degrés. Voilà, donc on chauffe nos ballons à 42 degrés par le réseau. Et on vient un complément par des épingles électriques qui sont dans nos ballons avec des grosses quantités de stockage de ballons qui sont directement raccordées sur les centrales photovoltaïques qui sont sur le toit en autoconsommation de 100%. En gros, on a dimensionné les centrales photovoltaïques sur les toits des bâtiments dans lequel on envoie directement l'électricité dans les ballons pour pouvoir augmenter le plus possible la température de préchauffage de 40 à 60, puisque c'est cette température qui est nécessaire pour l'alimentation en eau chaude sanitaire des logements. Le plus possible dans la saison, bien évidemment, l'épingle électrique est raccordée au réseau, parce que donc au mois de décembre, en pleine nuit, on est incapable de faire de la production avec le solaire. Grosso modo, on a 2000 m² de panneaux photovoltaïques sur cette partie-là, 1000 m² qui sont directement au-dessus des locaux de production qu'on va voir après, qui sont envoyés directement dans les pompes à chaleur. Et on a des centrales délocalisées au-dessus de chaque sous-station. On en a 15 sur l'ensemble de l'opération. Donc des petites centrales qui sont comprises entre 150 et 300 m² pour vous donner, et qui envoient l'électricité directement dans les ballons. Je laisse la main à Corentin pour l'explication sur la production. Ok, merci André. Je pense que ça a été très bien, très bien expliqué jusqu'à présent. Là, c'est un schéma un peu plus technique qui montre un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la centrale d'énergie. Donc, on a en fait une pompe à chaleur couplée au champ de 50 sondes géothermiques et un groupe froid également qui vont produire du chaud et du froid en fonction des besoins. Et l'échange thermique, la récupération se fait à travers le champ de sonde. Donc on a un besoin d'à peu près un peu plus d'1 mégawatt là, sur le périmètre. Donc les champs de sonde, 1 mégawatt en pointe. Donc les champs de sonde font
à peu près 500 kilowatts, mais ce qui représente une très grande partie de l'énergie en fait consommée, puisque la pointe de puissance est, est- est atteinte uniquement quelques heures dans l'année. Et donc pour réaliser cette pointe, on utilise des pompes à chaleur RO, pompes à chaleur réversibles qui peuvent faire du froid et qui interviennent vraiment en appoint ou en secours si jamais on a un souci sur la géothermie. Et après, on voit donc le petit schéma nous montre dans les sous-stations comment ça se passe. Donc l'utilisation directe de l'eau à 42 degrés pour le chauffage et en préchauffage pour tout ce qui est eau chaude sanitaire. Voilà, je pense que. Et puis pour le froid, on alimente également les sous-stations qui sont équipées d'échangeurs froids euh, de manière en parallèle avec le réseau 4 tubes. OK. Quelques éléments sur le bilan financier. Avant, juste, je voulais rajouter juste un point, c'est que, étant donné qu'on est sur un réseau basse température, euh, ça a aussi ça contraint les constructeurs effectivement à adapter effectivement leur bâtiment et la conception du bâtiment à ce réseau basse énergie, basse température. Donc la plupart des projets, enfin, je ne parle pas du tertiaire, mais je parle des projets de logement, sur l'ensemble aujourd'hui de l'opération, tous les opérateurs constructeurs sont partis sur des planchers chauffants. Et donc, ça a fait plancher chauffant, bien sûr, l'hiver, mais aussi plancher rafraîchissant pour la partie été. Donc, on a passé le premier été, alors ça n'a pas été un été caniculaire, mais on a passé le premier été et une première saison de chauffe, puisque l'installation a été mise en place fin novembre 2023. Donc, les premiers raccordements de logements ont été faits en novembre l'année passée. Et on a plutôt des très bons retours, je voulais le dire, des clients, donc des usagers, à la fois sur le confort, c'est vrai qu'avoir un plancher chauffant pour le chauffage, c'est quand même très agréable dans les logements, mais à la fois aussi sur la partie rafraîchissement des logements pendant la période estivale. Donc plutôt des usagers plutôt contents sur le retour, effectivement, aujourd'hui de l'installation. Sur le bilan financier, donc l'investissement, c'est 4,2 millions sur cette première phase, voilà, donc qui a été porté par la société ERA, donc filiale du projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de, de, de Teractem. On a bénéficié d'une subvention de l'ADEME de 963 000 euros. Alors, bien évidemment, ce n'est pas sur la totalité de la dépense, mais uniquement sur les dépenses éligibles. Donc, pour les spécialistes, vous savez ce que c'est, hein. Donc, pas tout est financé. Par exemple, les centrales photovoltaïques, on a 2000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui ne rentrent pas dans l'assiette de subventionnement de l'ADEME. On a d'autres choses, mais grosso modo, ce qui était éligible, c'était les 3,88 millions qui sont là. Donc, on a eu une subvention à hauteur de 31%. Pour équilibrer aussi l'opération, on fait participer les promoteurs dans des droits de raccordement pour la réalisation. En gros, les promoteurs, ils ont juste à fournir un local sous-station et nous, on vient équiper les sous-stations. Donc, comme ils n'ont pas d'organes de production, on leur fait financer une part de droits de raccordement. Et on l'avait estimé à 35 euros hors taxe par mètre carré par plancher parce que l'étude avait montré que c'était en gros le coût que ça représentait d'une unité de production classique d'un promoteur s'il devait le réaliser lui-même. Voilà. Donc pour le promoteur, il n'y a pas eu d'incidence financière de participer à hauteur de 35 euros hors taxe par mètre carré. Mais par contre, nous, ça nous rapporte effectivement un droit de raccordement qui est de à peu près 1,6 million. Et le reste, le 1,6 million qui reste, donc c'est les fonds propres de la société ERA et des financements bancaires. Et ces 1,6 million seront remboursés par la partie abonnement que les usagers vont payer sur la durée du contrat. On a un prix de vente de l'énergie, donc en termes de consommation, où on a un R1 chaud qui est à 75 euros hors taxe du mégawattheure et un R1 froid à 122 euros hors taxe du mégawattheure. Je rappelle aussi qu'on a une différentielle de TVA entre la partie chaude et la partie froide. Aujourd'hui sur le froid, on a une TVA à 20 et sur le chaud, on est sur une TVA à 5 parce et ça fait l'objet d'une discussion, je sais, au niveau national. Il y a une petite incompréhension sur les textes qui font qu'aujourd'hui, on ne sait pas si le froid, de façon
de façon certaine que le froid produit à partir d'une installation d'énergie renouvelable relève d'une TVA réduite ou d'une TVA à 20. Donc, comme nous, on est investisseurs et exploitants, on a, par précaution, on a pris une TVA à 20 sur le froid parce que vous ne voulez pas se retrouver dans quelques années à avoir un redressement fiscal et devoir rembourser le différentiel de TVA qui n'aurait pas été payé par les usagers. L'abonnement, donc ça c'est la partie du réseau, d'abonnement du réseau. Donc il y a une partie chaude qui est alors c'est pas au mégawattheure, mais c'est au kilowatt pardon, installé. Il y a une petite coquille dans le dossier. C'est 44,5 euros hors taxe par kilowatt installé en chaud et 58,3 euros par kilowatt par kilowatt heure froid installé. Montage juridique, et il vient juste d'apparaître, pardon. Euh, le mandat juridique, donc, c'est un réseau 100% privé. Quand je dis 100% privé, c'est qu'il n'y a pas d'intervention publique. Ce n'est pas une DSP, ce n'est pas un affermage, ce n'est pas une concession. C'est vraiment un réseau dans lequel l'aménageur Teractem a décidé de développer un réseau privé sur l'ensemble de l'opération. Donc l'aménageur, qui est la société Teractem, a créé une ASL au départ, qui, regroupant tous les propriétaires fonciers, et elle a remis gratuitement à l'ASL, donc au futur, à tous les propriétaires, le terrain d'implantation des sondes gratuitement. Et l'aménageur met en place, puisque c'est son boulot, toutes les servitudes de réseau avant de vendre ou de remettre les terrains, de vendre des terrains aux promoteurs ou aux bailleurs, ou de remettre aux collectivités les fonciers. Donc, mettre en place toutes les servitudes pour passer les réseaux. L'ASL qui a été constituée, hein, donc je rappelle, l'ASL qui constituera tous les propriétaires, regroupant tous les propriétaires, a signé un contrat de chauffage collectif avec la société ERA. Et en gros, ce contrat définit plusieurs choses. Un, que ERA doit faire l'investissement et assurer le coût d'exploitation de l'ensemble de l'installation, avec une obligation de résultat. Les prix de vente d'énergie sont fixés de façon définitive dans le contrat, ainsi que les clauses de révision dans le temps. La durée du contrat est fixée à 32 ans et elle est fixée à 32 ans pour des raisons toutes simples. C'est que euh, c'est pour des raisons comptables, puisque donc sur les 4 millions qui sont investis, vous savez que quand vous êtes dans une simulation comptable, vous allez amortir de façon comptable, hein, l'ensemble des équipements qui sont faits. Et c'est pour qu'à la fin des 32 ans, grosso modo, les installations reviennent à l'ASL sans qu'elle ait pratiquement de sous à payer pour récupérer les investissements. Souvent, la difficulté, c'est qu'à la fin du contrat, l'ASL qui se retrouve propriétaire revient avec des soultes qui sont tellement importantes finalement en termes d'argent à sortir qu'elle est obligée de continuer avec l'exploitant et elle ne peut jamais s'en sortir. Donc, nous, les objectifs, c'était qu'à la fin des 32 ans, la soulte soit très minime, puisque en gros, il restera un peu de réseau, parce que les réseaux s'amortissent sur 50 ans, comptablement. Il restera un petit peu du réseau, mais c'est des sommes qui sont ridiculement faibles, voilà, surtout avec la durée, pour permettre effectivement à l'ASL de reprendre soit en gestion directe ces équipements, soit de trouver juste un exploitant pour l'entretien, maintenance de cet équipement. Pardon. Les constructeurs ont participé, ce que je le disais, à hauteur de 35 euros hors taxe par mètre carré de SP. Et l'ASL s'est engagé à signer un usufruit pour l'utilisation des terrains des sondes. Comme je vous l'ai expliqué dans le premier point, effectivement, l'aménageur a donné gratuitement le terrain. Et le ERA qui a fait l'investissement a été construire les sondes sur le terrain qui appartient à l'ASL. Donc, ce qui lui donne un droit réel très fort, hein, puisque vous savez qu'en droit civil, le propriétaire du terrain est propriétaire de tout ce qui est au-dessus. Voilà, donc c'est aussi une sécurité de blocage pour l'avenir, effectivement, pour l'ASL vis-à-vis de l'exploitant. Et donc, par contre, pour que l'opérateur puisse aller construire effectivement sur un terrain, il lui fallait une autorisation et ça passe par ce qu'on appelle un contrat d'usufruit pour l'utilisation des terrains pendant la durée du contrat. Et après, ERA, donc une fois qu'il a fait son investissement, signe avec chaque constructeur, donc à la fois un projet de police d'abonnement. On dit projet parce que la police d'abonnement définitive, elle est signée par chacun après des copropriétés ou des propriétaires, et un contrat de raccordement qui fixe notamment les conditions de raccordement au réseau.
et surtout aussi un bail civil pour les centrales PV, parce que donc en même temps, effectivement, il fallait qu'on garde le droit pour déposer des centrales photovoltaïques sur les toits, notamment des bâtiments où il y a les sous-stations, pour la même durée que les contrats de vente d'énergie. Voilà, moi j'en ai fini pour cette intervention. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Si elles ne sont pas trop techniques, si elles sont très techniques, je pense que Corentin le fera facilement. Très bien, merci beaucoup, donc André. Une petite question pas très technique de Monsieur Sommer du CIDER. Le photovoltaïque en excédent, est-ce qu'il est injecté en surplus sur le réseau? Alors aujourd'hui, on aura, oui, il est raccordé au réseau, mais il ne rentre pas dans le champ de l'autoconsommation classique avec rachat. On le donne gratuitement, l'excédent, effectivement, au réseau d'énergie, sachant que les 1000 mètres carrés sous le contrôle de Corentin qu'on a sur l'unité de production, elle rentre dans ce qu'on appelle le talon. Donc, grosso modo, on ne devrait jamais avoir de retour. On devrait être autoconsommé quasiment tout le temps. Et on a dimensionné les centrales photovoltaïques sur chacune des sous-stations pour que chaque fois, on puisse être dans une autoconsommation qui frôle les 99 ou les 100%. Très bien. Donc, on aura certainement des kilowattheures qui vont partir, mais en faible quantité, normalement. Parfait. Ben, écoutez, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. S'il y en a qui veulent éventuellement se manifester en levant la main. Moi, j'ai peut-être une question. Pourquoi du PV et pas de l'hybride? Euh, Est-ce que ça a été envisagé? Oui, alors ça a été envisagé, et comme le disait Corentin, la problématique effectivement du mix, c'est que c'est des panneaux qui coûtent très très cher aujourd'hui. Et les équilibres qu'on avait, alors je laisserai parler Corentin, mais en gros, les équilibres qui ont été faits sur les besoins de puissance de chaud et de froid sur une année complète montraient qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir un apport en solaire thermique. Ce qui ne sera pas le cas sur notre deuxième phase. On est en train de réfléchir, j'ai dit que je dirais un mot là-dessus. On est en train de travailler actuellement sur la deuxième phase, où là, on n'a pas cette différence d'usage, c'est-à-dire qu'on n'a pas du mix entre du tertiaire commerce et logement, avec des besoins qui sont déphasés et qui peuvent se compléter. Sur la deuxième phase, on a 510 logements, voilà, sur la deuxième phase, et on n'a pas de tertiaire. Et là, pour le coup, on veut retourner sur une solution à base de géothermie, mais là, il faut qu'on trouve une solution pour recharger les sondes. Et là, on ira certainement un peu plus vers soit du mix, soit des panneaux solaires photovoltaïques d'un côté et solaires thermiques dans le cadre de la recharge des sondes. Je ne sais pas si Corentin voulait dire un mot complémentaire. Non, je pense que tout est dit, ouais. Donc sur la première phase, effectivement, l'hybride était, était en termes de bilan économique aussi, ne rentrait pas dans le, dans une amélioration, en tout cas, du prix de l'énergie, parce que c'est ça aussi qui est important. Donc Oui, la encore une fois, solution. Corentin a raison. Il faut qu'on soit vigilant parce qu'on peut se faire plaisir avec des choses très, très innovantes et voilà, qui coûtent très cher. Mais derrière, il faut qu'on pense qu'on a des usagers et qu'il faut qu'on ait un prix d'énergie qui soit acceptable. Bien sûr. Avec, j'imagine, une très bonne maîtrise des besoins pour ce type de bâtiment. Euh, Autre exemple assez intéressant que j'ai vu il y a une semaine à Issy-les-Moulineaux, ils ont des micro-data centers qui augmentent la température de la boucle pour l'eau chaude sanitaire, pour le bouclage eau chaude sanitaire, en vendant voilà, la chaleur et à la fois les capacités de calcul de ces micro-data centers qui sont dans les sous-stations. Voilà, donc du coup, il y a plein de solutions innovantes qui apparaissent sur le marché. Pour finir, je vais laisser la parole à Estelle, qui va nous parler de l'accompagnement
des financements du Fonds Chaleur. Estelle, est-ce que tu es là? Oui, Oui. oui, oui. Juste, il y avait une question de Wilfried pour Ah, terminer j'ai sur pas le vu. projet qui demandait, si tu peux la dire, les phases, le temps de conception pour ce tel projet. Attends, je l'ai pas en... Est-ce que tu l'as la question? Combien de Combien? temps a duré la phase de conception, de concertation, et quelles ont été les difficultés s'il y en a eu? Alors, est-ce que c'est sur uniquement la réseau de chauffage ou sur l'ensemble de l'opération d'aménagement? J'imagine que c'est sur l'ensemble d'opérations d'aménagement. Mais Wilfried, je te manifeste si j'ai dit une bêtise. C'est ça. Alors, sur l'opération d'aménagement, grosso modo, les phases de réflexion, on n'avait pas la main parce que c'était un projet d'initiative publique pour le coup, l'opération d'aménagement. L'opération d'aménagement, la réflexion, elle a porté, elle était très longue puisqu'elle a porté pratiquement sur 12 ans, c'est-à-dire l'équivalent de 2 mandats politiques, avant qu'ils décident de passer à l'opérationnel. Et puis après, ils ont lancé une consultation, comme font les collectivités, pour retenir un aménageur, donc un concessionnaire. Et cette concession, nous, on l'a signée en 2018, pour vous donner à peu près l'ordre de... 2017, pardon. Mhm. Après, ça va vite une fois qu'effectivement toutes les phases à la fois de définition politique du projet ont été faites et puis aussi Les les aspects urbanistes. toutes les autorisations aujourd'hui réglementaires nécessaires pour faire ce type d'opération. C'est une ZAC, hein, C'est une ZAC, oui. ouais. Voilà, parce que je pense que l'intérêt des ZAC, c'est aussi de pouvoir avoir une discussion assez compétitive avec les preneurs aussi des lots Ah bah, pour, très honnêtement, tous les gens qui construisent sur l'opération n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se raccorder au réseau c'est d'énergie. ça. Et ben voilà, une fois que toutes ces questions ont été aplanies, maintenant je laisse la parole à Estelle. Merci Nicolas et merci pour ces belles présentations et puis ce beau projet que l'ADEME a été ravie d'accompagner. Et donc moi je me suis donc Estelle Delfos, je suis ingénieure chaleur renouvelable à l'ADEME depuis septembre cette année et avec la casquette géothermie. Donc voilà, je vais vous présenter donc rapidement le fond chaleur et pourquoi le fond chaleur et puis on va vite passer sur la partie géothermie, mes réseaux de chaleur géothermie. Si tu peux passer rapidement ça. Donc, rappeler pourquoi quand même il y a ce fond chaleur, c'est de se dire que la chaleur en France, ça représente quand même presque la moitié de l'énergie consommée en France. Donc, c'est un enjeu important et que il y a, ah oui, les chiffres ont un peu bougé lors de la copie, mais peu importe, et qu'on a un peu plus de 23% qui est issu d'énergie renouvelable, ce qu'on appelle la chaleur renouvelable. Et les objectifs nationaux en termes pour 2030, c'est d'atteindre 38% de chaleur renouvelable. Et c'est pour ça qu'a été mis en place ce fonds chaleur, qui est justement pour atteindre ces objectifs et pour soutenir tout ce qui va être production et distribution de chaleur renouvelable. Donc le fonds chaleur, bon, il va aider toutes ces énergies renouvelables dans tous les projets à base de biomasse, de solaire thermique, de méthanisation, récupération de chaleur fatale, les réseaux de froid et chaud et la géothermie. Donc nous, là, dans notre projet, ça va être la mixité de réseaux de chaleur et froid et de géothermie. Le fonds chaleur va s'adresser à tous les porteurs de projets publics ou privés dès lors qu'ils ont un numéro de SIRET. Donc ça peut être une entreprise, une collectivité, les associations, les bailleurs sociaux, les agriculteurs et quel que soit le secteur d'activité. On peut avoir de l'habitat collectif, du tertiaire, donc comme on l'a vu dans le projet précédemment, de l'industrie, de l'agriculture, tout ce qui va être établissement de santé. Voilà, alors maintenant on va aller sur un petit focus sur la partie géothermie. Donc le fonds chaleur, il va pouvoir aider toutes les opérations de géothermie, qu'elles soient sur nappe, sur sonde, sur eau usée. Et puis, quand elles sont mixées aussi à un réseau de chaleur, donc ce qu'on appelle réseau de chaleur sur géothermie, qui peut être à la fois sur nappe, la production, ou sur sonde, et puis les boucles d'eau tempérée dont on vient de parler. Donc là, pour la suite, on va vraiment se focaliser sur
les deux d'en bas, ben, un réseau de chaleur ou boucle d'eau tempérée pour un peu rentrer dans les méandres des conditions de l'ADEME. Mais avant ça, je vais quand même rappeler cette méthode Enerchoix que l'on applique et qui est intéressante à connaître à double titre. D'abord pour un porteur de projet, parce que ça peut l'aider aussi à structurer son projet et sa stratégie énergétique, et aussi parce que tous les projets qui vont être instruits à l'ADEME vont être analysés en regardant, en suivant ce processus. Donc, on va d'abord regarder est-ce qu'il y a un travail a été fait sur tout ce qui est la réduction des consommations énergétiques, à la fois le travail de la sobriété et puis de l'efficacité énergétique. Donc là, on l'a bien vu dans le projet, c'est qu'il y a tout un travail aussi qui a été fait sur le besoin énergétique et de les réduire. Et c'est d'autant plus important quand derrière, on parle de géothermie. On a vu aussi qu'on était passé sur des solutions sur plancher chauffant pour que derrière, la solution technique, elle soit adaptée. On va regarder, est-ce qu'il y a de la mutualisation possible? Est-ce qu'il y a un réseau de chaleur? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il est possible d'en créer un? Et puis ensuite, on va s'intéresser à quelle énergie est la meilleure pour le projet. Est-ce qu'il y a des énergies non délocalisables déjà existantes sur le site? La récupération de chaleur fatale, des eaux usées, des data centers, ou de l'énergie après non délocalisable à créer, comme de la géothermie, du solaire thermique, et enfin bon, la biomasse. Et là, ce qui est important quand on parle de smart grid thermique ou de boucle d'eau tempérée, c'est qu'on se rend compte que finalement, elles répondent très bien et elles s'intègrent très bien dans cette démarche ENR Choix. On voit qu'il faut des bâtiments qui sont performants énergétiquement, qu'on parle de réseau, donc on est déjà dans une mutualisation, et puis qu'on va rechercher toutes les sources d'énergie qui sont existantes sur place et faire des échanges de chaleur entre les bâtiments. Donc on répond déjà, même en optimisation, en priorisation d'énergie, on répond déjà aux critères 1, 2, enfin, on est déjà sur la récupération d'énergie fatale, des eaux usées, du data center, comme à Ferney-Voltaire, et puis de la géothermie. Donc voilà, ce sont deux systèmes qui répondent vraiment bien à l'application de Enerchoix. Alors en termes d'ADEME, voilà, de façon simplifiée, comment on fait la distinction finalement entre un réseau de chaleur urbain sur géothermie ou une boucle d'eau tempérée? On va regarder la production d'énergie. Dans le cas d'un réseau de chaleur urbain, en fait, on a un réseau de chaleur, pardon, une production d'énergie qui va être centralisée. On a la source, on a une pompe à chaleur et puis après le réseau de distribution qui va aller dans chaque sous-station. Alors que dans une boucle d'eau tempérée, on va avoir euh, un système de production décentralisé, c'est-à-dire que dans chaque sous-station, on va trouver une pompe à chaleur qui va rehausser ou diminuer la température selon qu'on est l'hiver ou l'été. Corentin en a parlé, on a le régime de température. Sur une boucle d'eau tempérée, on va être sur des très basses températures de l'ordre de 10, on peut aller jusqu'à 25 degrés, alors que sur des réseaux de chaleur, même géothermiques, on va être sur des gammes de température un peu plus élevées, mais évidemment pas trop élevées pour avoir des bons coefficients de performance sur les pompes à chaleur. Puis enfin, sur un réseau, souvent, on va pouvoir produire du chaud ou du froid, même si dans le cas de thermofrigopompe, on pourra avoir les deux, alors que sur une boucle d'eau tempérée, en même temps, on va être en capacité de délivrer de la chaleur et de la fraîcheur. Ce que je voudrais dur dire, mais on pourra le redire, je le redirai en conclusion, c'est quand même des systèmes qui sont très intéressants d'un point de vue, moi je le redirai en conclusion, voilà, je ne vais pas le dire maintenant. Quelles aides va pouvoir apporter le fonds chaleur? Donc on a deux types d'aides. D'abord, ce qu'on appelle les aides à la décision, qui vont couvrir tout ce qu'on appelle études de faisabilité. Et puis, est-ce que je rentre dans le détail là? Oui, non, je vais le dire maintenant. Donc, dans l'étude de faisabilité, il va y avoir l'étude des besoins thermiques, étude de la solution, des recherches de toutes les énergies locales, enfin, non délocalisables, toutes les énergies dont on a parlé qui peuvent être mobilisées sur le projet. On va regarder les ressources géothermiques disponibles sur le terrain et l'adéquation entre les besoins du bâtiment et les ressources énergétiques sur place. Dans cette étude de faisabilité, il doit y avoir aussi un bilan économique. C'est important que le bilan économique prenne en compte à la fois les investissements, mais aussi l'exploitation sur 20 ans. Parce qu'on parle, on parle de projets qui sont avec des investissements
très lourds, mais qui après vont s'amortir sur plusieurs années avec des frais d'exploitation moins importants que sur d'autres énergies. Donc il faut bien avoir ces deux aspects. À l'issue de cette étude de faisabilité, si le porteur de projet veut continuer et va vers les investissements, il peut alors vérifier que les ressources géothermiques correspondent à ce qui a été émis dans l'étude de faisabilité. Là, c'était des ressources, on a étudié les ressources géothermiques plus d'une façon bibliographique. Et donc, on va aller voir, on peut faire des essais de nappe ou des tests de réponse thermique pour vérifier les ressources géothermiques. Donc, cette étude de faisabilité ou ces ressources de géothermique rentrent dans le cadre des aides à la décision et elles peuvent être aidées par l'ADEME à 50, 60 ou 70% du montant des études en fonction de la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est grande, moins elle est aidée. Les conditions d'éligibilité, là, pour les aides à la décision. Donc, vraiment, les points d'attention à faire, c'est toujours faire une demande avant de contractualiser avec un bureau d'études. C'est le cas pour la plupart des demandes. Il faut vraiment faire la demande à l'ADEME avant de contractualiser. Il faut faire appel à des bureaux d'études ou des maîtrises d'œuvre qui sont qualifiés RGE ou équivalents dans le cadre de projets de géothermique. Ils doivent avoir la qualification OPQIBI 2013 et août 1007. Et tous les foreurs doivent avoir la qualification forage, qualiforage sonde ou nappe en fonction de la géothermie. Et à partir du 1er juillet 2025, sera demandée la certification Certiforage, certification européenne. Attends, on repasse juste rapidement. Donc, les études de faisabilité, elles doivent respecter le cahier des charges de l'ADEME et je vous ai mis, elles sont toutes, on peut toutes les trouver sur le site de l'ADEME ou sur les sites d'Amorce. Donc, il y a comme c'est des réseaux de chaleur, le guide des réseaux de chaleur à gauche, on a le guide d'études de faisabilité de géothermie et puis le guide de l'AFPG pour les boucles d'eau tempérées. Et celui qui est complètement à droite, c'est le cahier des charges pour le test de réponse thermique. Voilà, c'est juste pour avoir les en tête. Donc, deuxième type d'aide, on a dit là, on était sur les études de faisabilité. Le porteur de projet va lancer les travaux et donc il peut faire une seconde demande d'aide. Et là, ça va être une demande d'aide pour les investissements. Donc, on a deux types. Alors, je vous ai mis à gauche, alors c'est tout petit, mais donc on a des conditions d'éligibilité pour des réseaux de chaleur. Donc, on va mixer conditions d'éligibilité de réseau de chaleur plus avec une production géothermique. Donc, ça, c'est les documents à gauche. Et puis, quand on rentre dans le cadre des boucles d'eau tempérées, ça va être les conditions d'éligibilité des boucles d'eau tempérées. Je ne vais pas rentrer dans le détail des forfaits parce que de toute façon, là, on attend les prochaines conditions pour 2025, mais donner les grands principes. De toute façon, dans les deux cas, on a à peu près les mêmes conditions. Là encore, il faut faire une demande avant de contractualiser avec les entreprises travaux fluides. Donc, on est souvent en période de projet DCE, à peu près pro-DCE. Il faut avoir réalisé au préalable une étude de faisabilité ou un schéma directeur avec un bureau d'études qui est qualifié 2013 ou 1007. Il faut avoir une production d'énergie renouvelable supérieure à 25 MWh par an. Dans le cadre d'un réseau de chaleur sur géothermie, la densité thermique doit être supérieure à 1,5. Et dans le cas d'une boucle d'eau tempérée, on doit avoir une longueur de réseau qui est supérieure à 200 mètres linéaires. Dans les deux cas, l'alimentation, les bâtiments doivent être accordés à plus de 65% d'énergie renouvelable ou réutilisable, enfin énergie fatable. On doit respecter les conditions réglementaires applicables à tout ce qui est géothermie. Des critères sociaux et de gouvernance, c'est ce qu'on disait, on est sur des réseaux de chaleur, donc avec vente de la chaleur, donc il y a quelques conditions à respecter. Et enfin, respecter les exigences de dimensionnement sur les équipements de production et de captage des ressources d'ENR. Donc là encore, sans rentrer dans les détails, mais on doit vérifier des conditions d'heures de fonctionnement, des conditions de performance, des COP, à la fois voilà, annuellement. Les modalités de calcul. Alors, dans un cas, quand on est sur un réseau de chaleur urbain, on va avoir deux types selon le nombre de mégawattheures injectés dans le réseau. Soit on va additionner, on va regarder, on va avoir une aide à la production au forfait, auquel on va ajouter une aide au réseau. Donc,
Si je donne un exemple, imaginons, on prend un tout petit exemple, on a des besoins du réseau qui seraient de 100 mégawattheures. On a un COP de 4, donc il y a 25 mégawattheures qui est d'électricité. On va réellement extraire du sol 75 mégawattheures. Donc ça va être notre production. Donc on a un forfait au mégawattheure extrait du sol pour la production qui en 2024 était de 1 000 euros par mégawattheure. Donc par exemple là, on aurait 75 000 euros d'aide pour la partie production. Si derrière, on a 100 mètres linéaires, 100 mètres linéaires de réseau, on a 100 mètres linéaires fois le taux, un nombre d'euros par mètre linéaire. On additionne les deux et ça nous donnait notre aide pour ce réseau de chaleur. Pour les plus gros réseaux, on va passer en analyse économique. Et pour les boucles d'eau tempérées, là encore, là, quelle que soit la taille du réseau, on va passer en analyse économique. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cas d'une analyse économique, on prend le projet global, enfin, je parle pour la partie production d'énergie, donc on va prendre en compte tout ce qui va être production, distribution d'énergie, et on va regarder, l'aide va être calculée pour avoir un TRI, on va dire, cible ou acceptable. Voilà, pour que la vente de la chaleur soit supportable. Alors celui-là, il est un peu, on n'a pas beaucoup de temps, mais en gros, c'est pour expliquer, ça reprend les modes de calcul et puis suivant les différents types de réseaux de chaleur ou de boucles d'eau tempérées, ce qu'il faut retenir, c'est que sauf si vous êtes en dessous, si vous avez un réseau de chaleur sur géothermie avec moins de 2000 mégawattheures annuellement qui est injecté dans le réseau, et que vous êtes dans le cadre de la géothermie de minime importance, c'est-à-dire que vous avez des sondes à moins de 200 mètres linéaires, une, la puissance extraite du sol inférieure à 500 kilowatts, vous rentrez dans le cadre de la GMI, vous déposez votre dossier auprès d'un contrat de chaleur renouvelable. Je vais expliquer rapidement. L'ADEME donc, gère ce fonds chaleur-là. Ce fonds chaleur, elle délègue le fonds chaleur sous forme de contrat de chaleur renouvelable à certains syndicats ou EPCI sur le territoire. Je vous montrerai la carte juste après. Et donc, pour les petits moyens projets, c'est eux qui prennent le relais pour l'instruction des dossiers. Pour tous les autres cas, le dépôt de dossier se fait en direct sur la plateforme Agir et sera instruit en direct par l'ADEME via le fonds chaleur. Voilà, en résumé, cette slide. Et là, vous avez la carte de tous les contrats de chaleur renouvelable qui sont signés en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y en a quand même beaucoup. Voilà, il y a encore quelques zones blanches, mais donc sur tous les projets inférieurs à 2 gigawattheures en géothermie sur réseau de chaleur, ils peuvent être instruits directement par ces contrats de chaleur renouvelables et vous avez un lien pour trouver le contact sur la zone. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aussi nous contacter et puis on vous le donnera. Et le processus de demande d'aide, donc que ce soit en contrat de chaleur renouvelable ou via l'ADEME, il y a un dossier de demande d'aide à constituer. L'instruction est faite donc soit par l'ADEME en direct, soit par le contrat de chaleur renouvelable. Si le porteur de projet signe une convention, donc soit avec l'ADEME, soit avec le contrat de chaleur renouvelable, il suit son opération et à la mise en service de l'opération, enfin de l'installation, il touche 80% de la subvention et il y a un suivi pendant 1 an de l'installation. Et au bout d'1 an, si il a atteint ses objectifs, il touche les 20% restants, sachant que le porteur de projet s'engage sur des mégawattheures extraits du sol, des mégawattheures injectés dans le réseau. Donc, il faut bien penser à la conception du réseau, à intégrer un certain nombre de compteurs pour pouvoir valider et vérifier les performances de l'installation. Voilà. Et, ah oui, je Euh, voulais juste, excuse-moi, pour oui, conclure, ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'est que quand même, c'est une bien solution, sûr. toutes ces solutions-là, elles sont très intéressantes aussi pour l'avenir parce qu'elles multiplient, comme on l'a dit avant, plusieurs énergies renouvelables. Mais c'est des bonnes solutions aussi à la fois en atténuation au changement climatique parce qu'elles sont très faibles en émissions de CO2 et en adaptation au changement climatique avec la possibilité avec la géothermie de produire du de délivrer du froid et donc d'assurer un confort thermique d'été. Donc ça va être important pour les futures années. Donc voilà, c'est aussi des solutions à vraiment prendre en compte dans ces deux aspects-là. Très bien. Ben, merci encore pour ton intervention. S'il n'y a pas trop de questions, je vais passer à la
à la conclusion de ce webinaire. Du coup, juste quelques informations sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire essayer d'aider les collectivités à planifier la chaleur et le froid. C'est, je pense, déterminant pour permettre de faire émerger ces boucles d'eau tempérées et ces smart grids thermiques sur les territoires. Et ça rentre dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Escalate, où on est en train de travailler sur cette méthodologie de planification de chaleur et du froid sur les territoires. On recherche des territoires pilotes jusque à la fin de la semaine prochaine. Vous avez le temps de vous manifester. Toutes les informations sont sur notre site internet sur la page Escalate. Et puis, on a euh, une journée qui s'organise le 23 janvier à Clermont-Ferrand, auquel je voulais vous faire part sur la chaleur et le froid renouvelable, avec des tables rondes, des ateliers thématiques et des visites de sites. Donc, j'espère vous retrouver nombreux également à cette occasion-là. Et pour finir, nos webinaires que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube et qui permet voilà, de revisionner tout ça, tous les webinaires qu'on a collectés sur les différents sujets. Je tiens à remercier particulièrement nos intervenants d'aujourd'hui qui nous ont fait vraiment une démonstration que ce type de projet, c'est l'avenir, des réseaux de chaleur en particulier. Et du coup, je vous remercie encore tous aussi d'avoir été présents jusqu'au bout de ce webinaire et je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end.